constate que nous sommes nombreux ici à vouloir lâcher prise. Que s'est-il passé avec le lâcher prise? Pourquoi est-ce que ce thème nous touche autant? Et c'est vrai qu'il touche autant. Alors tout d'abord, venez, on va analyser. Il y a quand même un sous-entendu dans l'intitulé qui a été décidé par le groupe des éclairés, apprendre à lâcher prise. Le sous-entendu, c'est que c'est nécessaire. C'est-à-dire que, en tout cas, il semblerait qu'il faille lâcher prise et que la vie, apparemment, est peut-être plus facile à vivre, plus harmonieuse quand on lâche prise que quand on est tout le temps dans le contrôle. Alors, déjà, pour essayer de comprendre, parce que on l'a posé comme un axiome, mais venez, on va essayer de développer ça, pour comprendre pourquoi c'est nécessaire de lâcher prise, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi on a tendance à garder le contrôle. Pourquoi il y a cette tendance en fait naturelle en nous à être plus ou moins dans le contrôle. Alors, autant, voilà, nous sommes, je ne sais pas combien, une centaine, grâce à Dieu, on est autant de personnes qui gardons le contrôle différemment. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes qui sont dans le contrôle de leur vie de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être très, très détendue sur un sujet, quand l'autre va être très stressé sur ce même sujet et vice-versa. C'est-à-dire que ça va s'interchanger, chacun a ses zones, j'ai envie de dire, de contrôle et de domaine dans lequel il n'a pas du tout envie de faire ce lâcher prise. En fait, il a envie de sentir qu'il tient les rênes, qu'il tient les commandes. Alors déjà, pourquoi cette nécessité? La première raison qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a appris comme ça, en fait, quand on était petit, que pour devenir adulte, que c'est ça grandir en fait, et mûrir, la maturité vient du fait que je tiens les commandes de ma vie et que j'arrive à décider. Qu'en fait, c'est moi qui oriente, et si je veux aller à droite, je vais à droite, et si je veux aller à gauche, je vais à gauche, et si je veux avoir une carrière qui ressemble à ça, je le fais. Si je veux avoir un couple qui ressemble à ça, je le fais. Si je veux avoir une vie juive qui ressemble à ça, je le ferai comme ça. Et comme ça, dans tous les domaines, en fait, être adulte, c'est ça. C'est donner une orientation à ma vie, et en fait, c'est décider. Et c'est moi qui décide. On a la chance de vivre dans un pays libre et démocratique. Profitons-en et décidons pour notre histoire. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai une difficulté dans ce que j'ai décidé de faire? Parce qu'elles arrivent, les difficultés, tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe? On m'a appris que tu dois faire ce qu'il faut pour les dépasser. Une difficulté, c'est une épreuve, et même si c'est un échec, tu te relèves, tu te bats, tu avances. Et quand j'étais petite, la première fois que j'ai eu une mauvaise note, mes parents ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas assez travaillé, je vais te donner plus de cours de maths. Et je me suis battue et j'ai vu que ça a payé. Oui, si je bosse et si je fais ce qu'il faut, il y a des résultats, c'est normal. Et donc, j'ai compris depuis petite en fait que j'ai intérêt à faire ce qu'il faut pour que ma vie avance et ressemble à mes objectifs. Et on a tous quelque part, plus ou moins, une représentation que l'on s'est faite au fil du temps, avec notre éducation, avec notre culture, avec plein de choses, une représentation à un moment ça va s'arrêter. Vous allez voir qu'à un moment tout le monde sera là. Une représentation donc de ce qu'on a envie de devenir. Et c'est comme ça, je vous ai donné l'exemple petit des cours de maths, mais au tennis aussi, ceux qui ont fait du tennis, n'importe quel sport, ceux qui ont fait de la musique, et ça marchait pas, et c'était le conservatoire, et c'était dur, tu répètes. Et en fait, tu te dépasses, et tu t'es fixé un objectif, tu maîtrises. Et en fait, cette notion-là de maîtriser, elle est très, très, très rassurante. C'est très rassurant de se dire, si je fais ce qu'il faut, ça va marcher. C'est extrêmement sécurisant. Ça veut dire que ça dépend de moi et de ma volonté. Alors j'ai peut-être des résistances intérieures, il faut que je travaille sur la flemme, il faut que je travaille sur le dépassement des épreuves. Ok. N'empêche, in fine, ça dépend de moi. Et ce qui dépend de moi, c'est quelque chose que je maîtrise. Si je le maîtrise, ça me rassure. Ça me rassure de me dire, voilà, je sais comment je veux que ce soit et à peu près ça sera comme ça. Maintenant, donc, on a compris, garder le contrôle, c'est être adulte. Donc, il y a une part de contrôle, j'ai envie de dire, qui est incompressible parce qu'elle fait partie de mon évolution dans ma vie. Ok? Ça, c'est le premier élément. Maintenant, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons qui font qu'on va vouloir plus ou moins garder le contrôle. D'accord? Et après, il n'y a pas seulement le fait de devenir adulte et de maîtriser sa vie, il va y avoir aussi un contrôle, et c'est là qu'intervient le fameux apprendre à lâcher prise,
quand on est trop dans le contrôle. Et on va tout de suite voir c'est quoi être trop dans le contrôle et où est-ce que ça fait mal, pourquoi ça me fait souffrir. Alors les autres raisons qui peuvent faire que je vais surinvestir le monde du contrôle, c'est évidemment déjà le fait qu'on vit dans un monde de concurrence et que je dois être meilleur que les autres. Et donc j'ai remarqué que si je suis pas toujours au taquet, au courant de ce qui se passe, à me battre, à essayer peut-être pourquoi pas de jouer des coudes, d'essayer, et donc le fait qu'il y ait un monde de concurrence, peut-être que dans le domaine en tout cas par exemple professionnel, et même dans le domaine amoureux, pourquoi pas aussi, on peut imaginer ça, de voir ça en guillemets comme un monde de concurrence, aussi je vais faire ce qu'il faut pour assurer ma place, pour assurer l'endroit, l'espace que j'ai envie d'habiter. Et puis, je rajoute aussi que la vie est faite de rapports de force et que dans ces rapports de force, on m'a appris que je devais avoir le dernier mot. C'est-à-dire que si c'est lié avec la concurrence, c'est-à-dire que si on est dans un rapport de force et que souvent, c'est comme ça qu'on visualise les choses, qu'il y a un gagnant et un perdant. Il n'y a pas deux gagnants. Pourtant, c'est étrange, parce que en vrai, il pourrait y avoir deux gagnants. Mais on est tellement habitué, je ne sais pas si c'est le monde capitaliste ou si c'est notre... Voilà, en tout cas, un environnement ambiant, une culture ambiante, qui fait que je peux pas être... Il n'y a pas gagnant-gagnant. Donc c'est ou moi ou l'autre. Si c'est ou moi ou l'autre, il va falloir que je surinvestisse encore une fois ce domaine du contrôle pour pouvoir être sûr et pour pouvoir avancer. Et donc, je vais avoir il faut que j'ai le dernier mot. Il y a un petit peu cette idée-là que je dois avoir le dernier mot. Le dernier mot avec mon patron, avec ma collègue, avec ma copine, mon copain. J'aurai le dernier mot. Non, c'est comme ça. J'ai raison. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, je contrôle ma vie et les relations dans ma vie. Enfin, j'essaye de les contrôler. Des fois, en étant un petit peu autoritaire même. Des fois, en étant trop autoritaire. Et puis, évidemment, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, une des raisons qui fait qu'on va être beaucoup trop dans le contrôle, c'est parce que ça nous sécurise. Et que ça fait peur l'imprévu. L'imprévu est inquiétant. Et si il se passait telle et telle chose? Et si il y avait un nouveau confinement? Et si j'arrêtais de travailler? Et s'il y avait une collègue qui était meilleure que moi et que du coup je suis plus indispensable au boulot? Et si mon copain était trouvé tout d'un coup, je sais pas, s'il se retourne et il voit quelqu'un qui lui plaît plus autrement? Et s'il y avait un imprévu dans l'histoire de ma vie? Et donc je vais être dans le contrôle, dans le surcontrôle, pour reprendre l'exemple du copain, peut-être poser peut-être un peu trop de questions, un peu trop intrusives, dans les deux sens, ni copain ou copine. Être un peu trop intrusif, être un peu trop, à demander, à vouloir savoir, à vouloir gérer, à vouloir rentrer dans la vie de l'autre. Parce que, et si ça m'échappait? Et si quelque chose m'échappait? Et en l'occurrence, quelque chose d'important dans ma vie. Puisque ma vie, ça y est, je l'ai représentée. Je me la suis représentée mentalement. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai bossé pour, j'ai œuvré pour. Quoi? Et tout d'un coup, il va y avoir un imprévu qui va arriver et qui va me ficher en l'air, en fait, tout ce que j'ai construit. Une belle construction que je me suis faite. Badaboum. Mince, on fait quoi maintenant? Et donc, je veux avoir ce contrôle. Et puis même, je vais dire, sans être moins dramatique, si je laisse d'autres personnes, je sais pas, si je me décharge par exemple et je délègue des choses à d'autres et je me dis ils vont le faire parce que on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Prenons dans le domaine professionnel ou dans le domaine même du couple, de la vie de famille, je délègue. Et puis je vois que c'est pas fait comme je voulais. On fait quoi quand c'est pas fait comme je voulais? Non, mais c'est pas comme ça, mais ça peut être dans le couple, je voulais pas que tu fasses les courses comme ça, un truc tout bête, débile. Et ça peut être au travail quand j'ai délégué et que je trouve que c'est pas fait comme je voulais et que non, du coup je peux pas déléguer, du coup je vais rester dans le contrôle. Du coup, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que je me dis personne ne sera aussi bienveillant avec moi que moi-même. Comme a priori je me veux du bien, et je me veux plus du bien que ce que les autres me veulent du bien. Donc en fait, si moi je fais les choses, et si ça reste sous contrôle, et donc en réduisant, en minimisant les imprévus, je vais être dans ce contrôle, dans cette vie, on va dire, dans cette vie assez carrée, du coup, forcément,
avec pas beaucoup de spontanéité et d'imprévu, mais au moins, sécurité, assurance, voilà, c'est comme je voulais. Et comme vous le savez, rien n'est moins sûr que l'incertain. Et donc, c'est pas sûr que mon assurance et que la sécurité que j'ai voulu mettre en place, c'est pas sûr qu'elle fonctionne, parce qu'on sait qu'il y a toujours une part d'improbable qui peut se passer. Même si je me suis mise toutes les sécurités possibles et je suis dans l'over-control, etc. Non mais attends, je sais bien quoi. Je sais bien qu'à un moment, il va certainement, enfin, pas certainement ou pas, mais en tout cas c'est probable qu'il se passe des choses et j'ai peur. J'ai peur d'être surpris, j'ai peur d'être dépassé, j'ai peur de ce qui peut arriver. Et si c'est pas exactement dans ma représentation, comment je vais réagir si ça se passe pas comme je voulais? Alors, il faut savoir aussi que souvent, le fait d'être beaucoup dans le contrôle, un petit peu que je vous l'ai dépeint, mais de façon vague, pour que chacun puisse imaginer ce qu'il veut dans ce contrôle-là, mais il y a aussi cette idée de contrôle émotionnel. Ça peut, pas toujours, mais ça peut être des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle émotionnel, ça veut dire à retenir les larmes, des fois même à contenir leurs désirs. C'est-à-dire, non, il ne faut pas vouloir. Non, il ne faut pas se projeter comme ça. Donc, une sorte de maîtrise, de surmaîtrise en fait, où on a envie vraiment de contenir et bon, de protéger son monde. Et des fois aussi, là je précise, le petit côté psy, ça peut être le signe, des fois d'être trop dans le contrôle, ça peut être le signe d'un manque de confiance en soi. Pas toujours, mais c'est souvent le signe. Aussi justement, comme j'ai tellement peur et puis j'ai pas. Alors le fait de me barricader, de m'assurer en fait mes arrières, c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas trop si je saurais réagir, si je saurais faire, si voilà. En fait, ok, on a vu qu'est-ce qui fait qu'on va être dans le contrôle. Qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être être trop dans le contrôle? Parce qu'une mesure normale du contrôle, on a dit, c'est être adulte aussi. Être adulte, c'est gérer sa vie, c'est normal. Ok, trop dans le contrôle, surinvestir le contrôle, on se dit, ok, on voit qu'il y a on a compris, enfin on a diagnostiqué plus ou moins, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Maintenant, pourquoi c'est nécessaire de lâcher prise? Finalement, qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ce que je viens de vous décrire? Je pose la question vraiment de façon directe. On m'a dit aujourd'hui, ce soir tu vas parler d'apprendre à lâcher prise. Je me suis assise à mon bureau, j'ai dit, qui a dit? Qui a dit qu'il fallait? Ah, le contrôle, ok, diagnostic. Pourquoi c'est nécessaire? Et on a établi cet intitulé comme si c'était une évidence. Alors ça l'est, bien sûr, mais je veux repartir intellectuellement avec vous au début de la réflexion. Il se passe quoi, très concrètement, quand je suis tout le temps dans ce besoin de maîtrise? Vous avez des idées? Parce que ça peut être un dialogue aussi. Et c'est sympa même si c'est un dialogue. Est-ce que vous avez des idées? Le premier truc, enfin moi qui m'est venu quand j'ai fait mes petites notes, le premier truc qui vous vient quand on est beaucoup dans le contrôle, peu importe pour quelle raison, c'est quoi? Le stress, que tu vas prendre tout si ça se passe pas exactement. Alors c'est la peur. Ouais. Et enfin, moi c'est ça, c'est une peur, en fait une peur presque constante. Mais alors justement, on s'est assuré pour éviter la peur, mais bon, on va dire que la peur elle est latente. Mais il y a aussi quoi dans ce surinvestissement de contrôle? Ouais. La déception. Alors, le risque de déception, comment exactement? Il y a le risque de déception. Alors, je vais vous dire tout à fait, ça fait partie des petits... Après, il y a sûrement des choses que je ne me suis pas notées, moi. Hein. Vous avez sûrement des idées. Alors, du coup, c'est pas noté. Donc, sans stress, ne soyez pas dans le contrôle, là, tout de suite. OK? Et, ouais, Charlotte. Comment? On n'est plus le moment présent, il n'y a plus d'émotion, en fait, il n'y a plus rien. Alors, il y a un risque, oui, c'est sûr qu'il y a un risque à ne pas vivre les choses de façon spontanée. La spontanéité, c'est les papillons dans le ventre. Sur chaque événement inattendu qui va arriver, qui va m'étonner, et finalement, c'est être étonné dans la vie. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne âgée qui est étonnée, qui regarde la vie avec un regard étonné. C'est magique. Ça veut dire, non, elle n'est pas écrite, ma vie. Il va se passer des choses, voilà, je vais être stimulée, je vais être tout le temps stimulée par des événements. D'autres idées? Vous
peut-être encore trop dans le contrôle, mais plus on va avancer, et plus... parce que bon, les sujets que je vais aborder ensuite, vous allez voir, ça va stimuler vraiment beaucoup de questions. Ouais. C'est un état où on est en surtension totale et Voilà. où justement on n'en peut plus. C'est le premier que je me suis noté. Je suis... Voilà, j'ai écrit « Je suis épuisée ». Et de la charge mentale. La charge mentale, la fameuse charge mentale, on a mis du temps à la découvrir, celle-là. En fait, je suis épuisée. C'est le premier truc. C'est qu'à un moment, de devoir tout le temps me stresser, attends, et peut-être ça, ok, alors si ça, je vais faire ça. Et en fait, dans notre cerveau, il y a des tonnes de connexions à sorties multiples. Qu'est-ce qui se passe si je fais ceci, si je fais cela, et s'il se passe ceci, et s'il se passe cela. Et à un moment, c'est épuisant parce que, tout simplement, le nombre d'options possibles, c'est proche de l'infini. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent se passer. Et si j'évalue tout ce qui risque de pouvoir se passer et que je dois contrôler tout ce qui risque de pouvoir se passer, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et puis je vais m'épuiser à la tâche. Et puis comme vous l'avez dit, je vois bien que ça ne marche pas parce qu'en fait, j'ai tout verrouillé. Mince, il y a eu un imprévu. Alors, c'est la déception, quelqu'un l'a dit. Je suis déçue, attends, avec toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, à la fin, j'ai essayé d'être dans le contrôle, je me suis épuisée et tu vois pas qu'il y a eu un imprévu, mince. Quoi d'autre? Il y a des domaines aussi où c'est impossible de maîtriser. Est-ce que vous avez pensé à ces domaines? Je donne un exemple? Ouais. La mort. Ah oui, ça c'est sûr que elle a posé la finitude de l'être. Oui, mais enfin on peut essayer d'être en bonne santé et de repousser cette... c'est sûr qu'à un moment on ne pourra pas repousser au-delà de 120 ans, c'est vrai. Non, un truc qui... Ah, la mort. Vous avez cru la mort, elle a dit l'amour. Hein. Ah non, la mort. Ah, la mort, Ah non, l'amour. l'amour. Les deux en fait, hein, les deux. On est d'accord, c'est vrai pour les deux. Excellent. Il y a un truc lié à l'amour d'ailleurs. Il y a un truc que vraiment qu'on ne peut pas maîtriser. C'est quoi? La Parnassa, je ne sais pas. Alors, on va en parler de la Parnassa. En fait, alors, oui et non. Je vais vous dire, moi je me suis noté un truc, le premier truc qui me venait à l'idée, qui est vraiment, mais impossible à maîtriser. On va voir si ça vous... Le sentiment de l'autre, ouais, c'est sûr, c'est impossible. Donc dès qu'il y a une relation, ce qui va se passer chez l'autre, tu ne peux pas le maîtriser, très juste. Comment? Le temps, c'est-à-dire? La temporalité. Ah, la temporalité. Alors aussi, mais alors je pensais quand tu disais... Alors, en fait, quand tu as dit le temps, le destin, on va parler de tout ça. Vous voyez, c'est un sujet super large. C'est un sujet très large. Quand tu as dit le temps, je pensais que tu disais, je vais dire un truc très banal, hein, mais en fait, c'est très vrai, la météo. Alors, de quoi je parle? Par exemple, d'un mariage qu'on a envie de faire, en plein air ou pas. Alors, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ou bien, c'est vrai que pendant le Covid, tous les mariages du Covid, c'était des mariages où la mariée et le marié ne pouvaient plus rien maîtriser. Ça veut dire que tu changeais, ma fille qui s'est mariée pendant le Covid, en plein Covid, on a changé de salle 18 fois, d'invité 30 fois, il y a un truc qui était fixe, c'était le marié et la mariée, tout le reste c'était au petit bonheur. Pourquoi je vous dis la météo? Parce que si vous me dites, non mais si je me marie en août à Tel Aviv, je peux maîtriser la météo. Je vais te répondre oui, peut-être, a priori, sauf tempête de sable, on ne sait jamais. Mais toutefois, je sais pas, il peut y avoir l'autoroute principale qui mène à la salle, qui est fermée parce qu'il y a un camion, un camion d'essence qui s'est renversé et qui, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes d'accord, j'ai pris l'exemple de la météo parce que il y a vraiment, c'est-à-dire, tu peux pas prendre un hélicoptère, tu peux rien faire, quoi. Mais même dans les cas où je me dis, voilà, mon mariage, je l'imagine comme ci, comme ça, je vais tout verrouiller, on sait très bien qu'à un moment, non, il y a des choses que tu vas pas pouvoir... Les mariages du Covid, c'était assez extrême par rapport à ça, mais vous avez sûrement assisté à des mariages de ce type-là. Mais en réalité, quelle que soit la situation, j'ai pris cet exemple, mais quelle que soit la situation, il y aura toujours un imprévu, et donc la déception. Et la dernière chose aussi que vous avez dite, enfin que moi je me suis notée, c'est que si ça ne marche pas comme prévu, malgré mon contrôle, en fait j'ai envie d'avoir une réaction digne, j'ai pas envie d'être dégoûtée,
j'ai pas envie d'être vénère, j'ai pas envie d'être colérique, j'ai envie d'avoir une réaction digne et je sais que, en fait, plus j'étais dans le contrôle parce que j'ai envie que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, plus ma réaction risque d'être pas digne, pas top. Je risque d'être vraiment très énervée, vraiment, d'être tellement bouleversée que, voilà, dire, alors tout ça, ça sert à rien, j'annule tout, j'arrête tout, alors j'arrête tout, ça peut être quoi? Ça peut être une relation, ça peut être un événement, ça peut être une carrière professionnelle, ça peut être... Mais non, c'est pas, ça se passe pas comme je voulais, j'envoie tout bouler. C'est pas ce qu'il me faut. Non, j'ai pas non plus envie de ça. Et j'ai envie aussi, ce que tu disais Charlotte, qui est très juste, j'ai envie d'avoir une vie un peu spontanée. J'ai envie d'être surprise par des choses de ma vie. Alors, pas surprise négativement, mais pour être surpris par des choses de ma vie, je suis obligée d'être dans le lâcher-prise à un moment. Ça va pas être possible si je suis tout le temps stressée, angoissée, épuisée et en plus déçue des fois où ça fonctionne pas. Alors, mes amis, je vais vous poser une question importante. Pourquoi y a-t-il toujours des imprévus? Pourquoi en fait ça marche pas quoi? Pourquoi c'est pas comme sur du papier glacé, de la papier à musique, bien huilé? Pourquoi faut-il qu'il y ait dans la vie tout le temps des choses? On s'ennuierait sinon. On s'ennuierait, c'est vrai. Première raison. Comment? C'est peut-être mieux parfois aussi, finalement. Ouais. C'est peut-être mieux, c'est vrai, mais bon, si c'est une épreuve dure, Dieu préserve. Malgré nos efforts, des fois, c'est pas dans nos mains et c'est tout. C'est pas dans nos mains et c'est tout. Alors en fait, ce qui se passe, je pense que vous pouvez encore rentrer vers là-bas. Bienvenue. Non? Ouais, vers la cuisine, il y a encore de la place. Et des entrailles quand même. En fait, pour comprendre, alors jusque-là, ce que j'ai voulu faire avec vous, on a fait un état des lieux, ok? État des lieux d'une vie sous contrôle, état des lieux de ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est obligé de lâcher prise, finalement? Pourquoi notre vie est plus agréable si on lâche prise, parce que de toute façon, tout ce qu'on a dit, ok? On a fait un état des lieux. Pourquoi il y a toujours des imprévus? Pourquoi c'est comme ça en fait? Alors, c'est comme ça parce que, évidemment, et c'est le big thème en fait qui englobe toutes nos rencontres ici, c'est un thème qui s'appelle la Emouna. La Emouna, je vais vous le traduire quand même dans notre langage à nous, c'est croire en Dieu. Croire qu'il y a un Dieu. Alors, la Emouna, c'est d'abord croire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, et pas seulement qu'il a créé, qui continue à s'en occuper. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, je vous ai mis dans la zut, bye, débrouillez-vous. Non. Il a créé le monde, et en fait, il l'a créé de telle sorte qu'il a décidé de jouer à cache-cache avec nous. Je ne vais pas être visible dans vos vies, mes amis. Je ne vais pas du tout être visible. Vous allez pouvoir décider de croire ou de ne pas croire. Ceux qui veulent ne pas croire, ils pourront facilement s'appuyer sur des théories du Big Bang, d'astres, de tout ce que vous voulez, ou d'autres théories, il y en a d'autres, certaines sont obsolètes, il y en a d'autres qui viennent. Comment ça se fait que le monde a un tel ordre? C'est des équations qui régissent cet ordre. Et il s'est caché en fait derrière ces équations, c'est-à-dire qu'il s'est habillé derrière ces équations, et puis il s'est laissé une petite marge de manœuvre quand même. Coucou, c'est moi. Et le coucou, c'est moi, c'est les imprévus de la vie. C'est toutes ces fois-là, mais elles sont nombreuses en réalité, où ça se passe vraiment pas comme tu voulais, et tu dis mais pourquoi? Il y a un truc là. Et t'as pas envie de dire c'est Dieu parce que c'est un peu ridicule de dire ça. Et c'est dépassé. Et en même temps, Dieu, si déjà je crois en Dieu, je le vois pas méchant. Donc le fait que j'ai une galère là, un caillou dans ma chaussure, le truc qui m'embête, pourquoi je dirais que c'est Dieu? Je veux dire, j'ai pas envie. C'est pas ce Dieu-là en quel je veux croire qui vient et qui me fait et qui fait que ma route elle est pas huilée. Et donc je suis un petit peu embêtée avec tout ça. J'ai envie que tout ça ait du sens, soit cohérent. Alors, avant que j'amène l'artillerie lourde, là, Dieu, la Emouna, tout ça, venez juste, on définit, allez, facilement, comme ça,
en 2 mots, quand je vais vous dire Dieu, de quoi je parle? En 2 mots. Un peu difficile, hein, j'ai de l'ambition, mais on va tenter. En fait, moi, la meilleure, la plus jolie métaphore que je connaisse, qui n'est pas qu'une métaphore, qui est une vraie histoire qui a eu lieu, c'est une histoire, je crois, qui a eu lieu au XIe siècle, où et il me semble que le rabbin en question s'appelait Rabbi Yehuda Halevi, en Espagne. C'était un poète, un artiste, et c'était un grand peintre, un très grand peintre. Et il a une toile, une grande toile devant lui. Il s'apprête à peindre un paysage extraordinaire, un très beau paysage, mais il vient de commencer l'ébauche, et arrive un juif qui a vraiment beaucoup de questions concernant Dieu, ce qui est légitime. Et il arrive, il dit, Rabbi, on m'a dit que on pouvait toquer chez vous et que vous répondriez à toutes nos questions de doute. Et je vous assure, j'ai un doute. Voilà, ma vie, ça et ça et ça. Et Dieu, ça et ça et ça. Et on m'a expliqué ça et ça et ça. Bon, voilà. Moi, en d'autres termes, je comprends pas trop. Ouah, tu me poses une question difficile. Tu veux que je t'explique comme ça rapidement la foi c'est quand même un gros sujet, la foi. Comment tu veux bon, tu sais quoi, c'est une question difficile. Tu peux revenir dans 5 heures, tu reviens. Il s'est dit, oh, j'ai posé la question au rabbi. Genre, même le rabbi, il a été scotché par ma question. Et bon, il va falloir qu'il potasse ses livres. Donc, il part. Il revient 5 heures après. Et quand il revient 5 heures après, ben, c'est vrai qu'il a laissé le rabbi avec sa belle toile et une esquisse sur cette toile. Et du coup, il revient, et quand il revient au bout de 5 heures, à sa grande surprise, apparemment, il n'a pas potassé pendant des heures ses bouquins, il a dessiné un paysage splendide à couper le souffle. Et il voit les pinceaux, il voit les couleurs, il voit l'œuvre qui est terminée, époustouflé. Waouh! Rabbi, en plus d'être rabbi, vous êtes un peintre extraordinaire, bravo! En 5 heures, vous avez fait ça? Ah non, je te rassure, pas en 5 heures, ça a pris 1 minute. Comment? En 1 minute? Bah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est incroyable, il m'est arrivé un truc dingue. Quand t'es parti, j'avais mes pots qui étaient remplis, j'ai fait un geste comme ça, mes pots se sont tous renversés sur ma toile, et ça a donné ça. Et ça a donné ça. Lol. Moi, je sais pas s'il a dit lol, mais un lol du XIe siècle, il a dû dire, du XIIe siècle. Non, j'y crois pas. Vous me prenez pour un bébé en fait. Vous me prenez pour un débile là. Vous avez pris les pots, vous avez fait comme ça et on serait tous des. Il dit en fait voilà, c'est la réponse à ta question. Tu me demandes de t'apporter une preuve à l'existence de Dieu. Juste ouvre les yeux. Ce monde est ordonné à un ordre précis. Nulle part dans le monde il n'y a de l'ordre s'il n'y a pas quelqu'un qui crée cet ordre. Parce que le monde est désordre, juste comme ça. Enfin, moi, je sais pas, quand je laisse mes enfants sans baby-sit à la maison, c'est pas ordonné après, je vous assure. C'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la chose, c'est tout le contraire. Donc, en fait, il n'y a pas eu besoin, vous avez compris, j'aime beaucoup cette histoire parce que c'est vrai que c'est une métaphore assez simple. On ne va pas philosopher, voilà, même dans ce cours, on va parler de ça, de l'intrusion, j'appelle ça volontairement ce terme, l'intrusion de Dieu dans notre vie. C'est quoi cette intrusion de Dieu? Dieu, c'est le créateur. Dites-vous ce que c'est ça. C'est le big boss qui nous a créés dans un objectif, qui nous a donné une mission, qui nous a donné aussi des outils, des ressources, des amis, plein d'amis. Et avec tout ça, il nous a dit, allez, go, au boulot. Et alors voilà, le truc c'est qu'il a dit, mais par contre, moi je suis pas là. Hein. Moi, je m'en vais de loin, hein. Tu vas pas me voir au quotidien, je me cache derrière plein de choses, mais si tu as envie, c'est toi qui vas choisir. Si tu as envie, des fois dans la vie, je vais te faire coucou. Et les moments où je vais te faire coucou, ça sera jouissif. Et tu pourras dire, on m'a fait coucou, et tu pourras aussi dire, non, j'ai trop bien bossé cette année, Covid, j'ai monté des tests antigéniques, je me suis éclatée, je suis beau gosse, super. C'est moi, je veux dire, j'ai eu l'idée avant tout le monde, je suis allée, j'ai fait les trucs, j'ai mis les partenariats, c'est moi. Tu pourras dire ça, tranquillement. Et ça va choquer personne si tu le dis d'ailleurs. Parce que c'est vrai que tu auras fait des choses. Il y a quelqu'un ici qui a gagné au loto non, je pense pas. Plutôt rare.
Donc, en général, tu fais des choses, mais le loto aussi, c'est Dieu, hein, mais en général, tu fais des choses, et des fois ça marche, des fois ça marche pas, et tu auras l'occasion, dans ta vie, de te poser la question, tiens, mais pourquoi ? Quand tout d'un coup, il y a un truc, en positif comme en négatif, qui arrive et qui sort de tes clous, qui sort de ce qui était prévu, de ce que tu as imaginé, tu vas t'arrêter, tu vas dire, il s'est passé un truc, et là, tu auras deux choix. Là, tu auras le choix, en fait, soit de dire que c'est 100% moi, soit de dire, à l'autre extrémité, c'est 100% Dieu, et c'est passé par moi, par une action dans le monde. Je m'explique. Quand on a préparé le cours, on a voulu, en fait, rendre beaucoup plus accessible cette notion d'émouna qui est un peu vaporeuse, de foi, et en la rendant accessible, en la rendant pratique, concrète, on arrive sur un mot, je vais vous le dire en hébreu, mais je vais vous le traduire tout de suite, qui s'appelle le mot bitachon. Et le mot bitachon, c'est la émouna, mais en version pratique. C'est-à-dire, émouna, c'est la théorie. Bitachon, c'est à toi de passer, tu montes sur les planches, projecteur sur toi, la vraie vie qui est en train de se passer. Et quel va être ton rôle ? Comment est-ce que tu vas jouer ton rôle dans ta vie ? Ça, c'est bitachon. Bitachon, ça veut dire c'est l'application concrète du fait que je sais que finalement, il n'y a pas d'hasard. Vous savez qu'en hébreu, le mot hasard se dit mikré. Mikré, c'est un hasard, cette traduction. Et si je change l'ordre des lettres, vous connaissez peut-être cette petite idée mignonne, petite idée, c'est comme ça. Je change l'ordre des lettres mikré pour les hébraïsants, ceux qui visualisent les lettres, mem, kouf, resh, he, ça donne rak, me, hachem, que de Dieu. C'est-à-dire que derrière le hasard, il y a des choses qui se passent en réalité. Mais je suis libre de voir ou de ne pas voir. Alors le bitachon, c'est une mida. C'est quoi une mida ? C'est un trait de caractère, ça veut dire une mesure. Pourquoi une mesure ? Parce qu'un trait de caractère est une mesure. Je suis plus ou moins colérique, plus ou moins patient, plus ou moins généreux. D'accord ? Donc en hébreu, le mot mida, c'est la mesure qui veut dire le trait de caractère. Alors c'est étonnant parce que le fait de pouvoir, bitachon, je dirais, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur Dieu. C'est-à-dire le fait de pouvoir lâcher prise, c'est ça le bitachon, de dire, ok, j'ai contrôlé, j'ai essayé de faire au mieux, il y a un truc qui s'est passé, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi, et c'est pas pour être méchant, et c'est pas, en gros, c'est un coucou qu'on m'a fait. Ça, c'est une mida, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand je dis c'est une mida ? Ça veut dire que c'est pas un élément imposé, donné, comme la couleur de tes yeux à la naissance. Une mida, ça veut dire que de la même façon que tu peux plus ou moins travailler, je sais pas, ta rancune, ta générosité, tu peux plus ou moins travailler ton niveau de lâcher prise, c'est-à-dire de bitachon. Bitachon égale lâcher prise, quasiment. C'est-à-dire il faut être capable de lâcher prise pour avoir du bitachon. Pardon. Et en fait, la très bonne nouvelle que je vous annonce ce soir, c'est pour ça qu'on fait court là-dessus, c'est que ça ne dépend ni de votre naissance, ni de votre culture, ni de votre éducation. En fait, c'est un travail personnel évolutif. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très cartésien, de très dans le contrôle, qui n'a pas du tout entendu dans sa vie un discours de peut-être qu'il y aurait Dieu qui vient, qui rentre dans ma vie avec des imprévus, et se dire, ok, là maintenant j'ai envie de prendre d'autres lunettes et j'ai envie de bosser cette idée-là. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, elle est utile dans ma vie, elle est nécessaire et utile. Et donc je vais travailler cette idée-là pour insérer à l'intérieur de mon existence ce lâcher-prise, qui va m'occasionner quoi ? Alors la première des choses que ça occasionne, le bitachon, je vais vous le vendre quand même un petit peu, être un peu commercial. La première des choses que ça, il y a un grand maître qui s'appelle le Chazon Ish qui a écrit tout un livre qui s'appelle Emouna et Bitachon, dans lequel il dit, tu veux savoir c'est quoi le bitachon ? Genre le vrai bitachon max, tu regardes un bébé en train de s'endormir dans les bras de sa mère. T'as capté c'est quoi le bitachon ? C'est le must du lâcher-prise. C'est-à-dire, il ne peut rien m'arriver, je suis en sécurité, on me donne ce qu'il faut, ce dont j'ai besoin, je reçois.
c'est l'image qu'il donne du bitachon, c'est-à-dire le fait d'être une sorte de sérénité intérieure, une sorte de tranquillité. Et ça, on le reperçoit, par exemple, quand on se stresse de ouf sur une situation qui nous échappe. Et tu as ta meilleure amie qui vient, qui te dit « Hé, oh, calme-toi, ça va changer quoi maintenant ton stress ?» Et là, tu t'arrêtes, tu dis « En fait, c'est vrai, ça change rien. Mais je suis obligée de me stresser. Parce que c'est horrible, là, j'avais prévu et c'est pas comme ça. Mais ça va, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. L'autoroute, elle est fermée, la météo, elle est comme ça, il s'est pas passé ce que tu voulais avec telle personne, au travail, tu as eu tel stress. Maintenant, ça, si tu es énervé, il va se passer quoi? Ça va changer? Non, ça va rien changer. Ok. Et on le sent qu'on en a besoin. On sent que le fait d'être comme ça dans un énervement et surtout, des fois, ce qu'on va faire, quand on est avant le cours chez les éclairés, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va dire « Ok, j'ai pas assez agi, je vais agir plus. Si j'avais plus agi, si j'avais fait plus d'efforts, été plus dans le contrôle ou dans le détail, et donc on va tout de suite rectifier le truc, on va dire « Ah là là, j'y vais, j'agis encore plus. » Et là, alors tu as deux choix. Soit tu agis encore plus et du coup, ça marche, bingo, c'est bon, je me déstresse. Jusqu'à quand? Prochain imprévu. Demain ou dans un an, je sais pas. Soit ça arrive aussi, j'agis plus, et plus j'agis, plus je m'énerve et moins ça marche. Et là, de nouveau, je peux dire, alors quoi? De nouveau, j'ai une nouvelle résistance. Soit je lâche prise, soit j'agis encore plus. Parce qu'on peut toujours agir plus que plus. Non, attends, maintenant, t'as pas un contact avec Macron, j'essaye d'appeler Macron maintenant, tu vois. Parce que j'ai appelé ça, j'ai tenté ça, j'ai envie, il faut, c'est pas possible, c'est pas normal, j'ai prévu, il fallait que... Et tu sens une injustice aux examens, à la fac, au truc, peu importe, il y a eu un truc qui s'est passé. Donc, donc tu vas agir encore, jusqu'au moment où, s'il fallait pas que ça se passe, ben ça va pas se passer. Et tu dis, mais à quoi ça a servi que je me ronge les ongles et que je dorme pas et donc intervient le bitachon. Et c'est là qu'on se dit, en fait, que ce soit c'est vrai, le bonheur de vivre une vie plus spontanée, mais aussi cette tranquillité, le fait d'être aligné, d'être tranquille, de se dire, attends, je suis pas livré à la méchanceté de quelqu'un. Je ne suis pas livrée au hasard de je ne sais quoi. Il y a un ordre dans ce monde, il y a un big boss, et qu'est-ce qu'on m'a appris? Que le big boss, il se rappelle de nous, il ne nous oublie pas. Et là où on a un grand problème, c'est que, je vais vous dire, pourquoi on a du mal avec cette idée? À mon avis, pour deux raisons. La première raison, c'est 2000 ans dans le monde islamo-chrétien, enfin, que ce soit une partie du monde ou l'autre, c'est Farad Ashkenaz, mais ces 2000 ans de bain dans des cultures différentes, notamment, par exemple, pour le coup, dans la culture chrétienne, on a plus une vision d'un Dieu qui est... il y a eu le péché d'Adam, attention, rectifie-toi, sinon l'enfer. C'est-à-dire, on a plus l'idée punitive. Et on se dit, mais attends, elle est en train de me raconter quoi, là Elle est en train de me dire qu'il y a un détail de ma vie qui s'est passé. D'abord, de un, il en a quoi à faire Dieu de ça? C'est-à-dire, s'il s'occupe du cosmos entier, mon problème à mon examen avec mon copain, avec truc, what? Et à part ça, j'ai jamais imaginé que s'occuper de moi, c'est prendre soin de moi. Alors déjà, tu m'ajoutes, tu me dis qu'il s'occupe de moi, c'est-à-dire que s'occupe de moi, c'est-à-dire que je suis importante. Donc déjà, il y a une idée d'estime de soi super importante là-dedans, dans le bitachon. Il y a une idée mais je suis hyper, ouais. Il n'y a aucune raison que je sois dans une galère maintenant, ou dans une surprise magnifique. Et il n'y a aucune raison de se dire que c'est gratuit. Cette surprise magnifique qui m'est arrivée, cette joie intense, je la méritais. Cette galère, je suis pris en charge. Il y a quelque chose qui va se passer avec ça. Alors, on va voir comment... alors, premier élément, oui, c'est vrai, je voulais vous dire, en vrai, c'est juste un petit clin d'œil. C'est vrai que on a un petit peu cette tendance au contrôle et à se dire attends, qu'est-ce qu'elle me raconte là, avec faire confiance, lâcher prise et tout. Mais en vrai, si vous y réfléchissez, il y a certaines situations un peu étranges. Je vais vous donner quelques exemples
où en fait on sait faire confiance. On sait vraiment faire confiance, alors qu'on pourrait peut-être ne pas avoir envie. Je me rappelle il y a très longtemps, d'un cours que j'avais écouté sur ce thème-là. J'avais trouvé ça assez pertinent, cette remarque. Il avait donné un exemple, l'exemple de quelqu'un, par exemple, tout bête, hein, quand tu prends l'avion. Tu montes dans l'avion, est-ce que tu es d'accord que, en soi, tu te mets en danger, l'avion? Est-ce qu'on est d'accord qu'aucune d'entre nous, ne va aller vérifier l'état du moteur, l'année de sa fabrication, combien d'heures de vol a déjà fait cet avion, personne ne va aller dans le cockpit, parler au pilote pour voir s'il a vraiment suivi, est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de faire ça? Personne. C'est-à-dire que quelque part, quand je monte dans un avion, j'y vais, un peu les yeux fermés. Et là, vous allez me dire, mais oui, parce que je sais qu'il y a toute une institution derrière, il y a toute c'est une évidence que tout a été mis en place et que... merci. C'est tout un processus. Au top, très bonne idée. Merci. Je vous donne un autre exemple. Vous faites un voyage au fin fond de... Voilà, justement, vous avez pris l'avion, vous êtes en Chine. Et là, mince, gros mal de tête, plus de Doliprane, il faut que j'achète un Doliprane en Chine, écrit en chinois. Mais bon, ça va, paracétamol, ils doivent comprendre, machin, mais la boîte, c'est pas la même, l'écriture, c'est pas la même, le comprimé, c'est pas le même, et la chinoise, elle te dit, mais si, paracétamol, et tu le prends. Parce que tu étais dans une pharmacie, parce que... Mais c'est quand même dangereux, tu vas prendre un Coca-Cola. Tu prends un Coca-Cola au Katmandou. Tu te dis... Mais vous voyez que des fois, en fait, quand on réfléchit, ça peut nous arriver d'être un petit peu dans ce lâcher-prise parce qu'on se dit non, mais ça rentre dans une case. Il y a une case qui est prête à ça. J'ai une case qui valide la possibilité ok, c'est vrai que je ne sais pas exactement, je ne suis pas certaine de ce qu'il y a dans cette molécule. Pourtant, c'est des cas dans lesquels il faut que je me laisse aller. Et je vais le faire. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité en nous, mais il faut que la case soit prête. Et là, en fait, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est ensemble qu'on réalise c'est quoi quel est le terrain qu'il faut avoir à l'intérieur de soi pour pouvoir envisager que quand dans ma vie qui était contrôlée, il y a des imprévus, etc., en fait, quel est l'ordre de cet imprévu et comment je fais pour lâcher prise. Alors, pour qu'on comprenne ça, on va... Bon, déjà, je vous rassure et je vous dis tout de suite, ce travail, c'est le travail d'une vie. D'une vie. Comme, je sais pas, on dirait que le travail sur la générosité, tu dis pas, ça y est, stop, super, je suis généreuse, c'est fait, check. Non. Toute ma vie, je peux réfléchir à ça et évoluer là-dessus. Le travail du Bitachon, c'est vraiment le travail d'une vie. Et le fait d'avoir eu une super confiance à un moment ne veut pas dire qu'après, je l'aurai aussi, enfin, ça change, ça évolue beaucoup, surtout avec les paramètres de notre vie qui évoluent. Notre niveau de zen attitude, de je me décharge sur Dieu, c'est un côté très kiffant en fait. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Il y a un côté que j'ai une galère, c'est difficile, c'est compliqué, je prends le paquet et retour à l'envoyeur. Tu sais quoi, Dieu, tu m'as envoyé ça, gère. C'est-à-dire, moi je sais pas quoi faire avec ça. Alors, on va être maintenant beaucoup plus concret. Très concrètement, puisque ce qu'on est en train de dire, sachez, d'après Maïmonide, c'est un des fondamentaux du judaïsme. Être juif, c'est quoi? C'est avoir l'attitude juste. Elle n'est pas unique, hein, elle est différente pour chacun d'entre nous, mais l'attitude juste au moment où il se passe un truc et que je ne sais pas comment faire et que je dois me décharger de cette façon-là. Lâcher prise. C'est un des fondamentaux. Où on l'apprend? Dans quel événement fondateur du judaïsme on apprend la mitzvah, c'est une mitzvah, d'avoir confiance en Dieu. J'ai confiance, il va gérer. Et je ne vais pas surinvestir le contrôle. Vous savez, c'est à quel événement? C'est un événement tellement fondateur que c'est une des fêtes juives. Et il y a un kidouche spécial dessus, etc. Ouais, tu voulais dire un truc?
Isaac et son fils Pardon, Abraham avec Isaac. Ah, oui, j'ai compris que c'est à ça que tu pensais. Alors ça, c'est l'épreuve. Tu as raison que ça, c'est l'exemple de l'épreuve épreuve ultime. Mais en fait, il y a un événement fondateur de la totalité du peuple. Non, mais c'est bien de tenter. Moi, j'aime ça. L'ouverture de la mer. Bravo. C'est l'ouverture de la mer. En fait, c'est le 7e jour de Pessah, Yom Tov, de nouveau. On refait Yom Tov, et souvent on se pose la question, attends, pourquoi c'est de nouveau Yom Tov? Il y avait la mi-fête et on refait Kiddush Yom Tov. En fait, c'est un nouvel événement. Il y a eu la sortie d'Égypte, le soir de Pessah. Et là, il y a quoi? 7 jours après, bim, la mer, les Égyptiens derrière, ça veut dire mon passé, mon histoire, mes angoisses, mes oppressions, tout ce qui m'inquiète, c'est derrière. Je me suis dit, ça y est, je suis sortie d'Égypte, j'ai laissé ça derrière, j'ai avancé dans la vie. Tu vois pas que mon passé, il est là à me courir derrière. Devant moi, il y a quoi? Devant moi, la mer. Ça veut dire la noyade. La noyade. Et là, je fais quoi? Et au moment dans la Torah où est décrite cet acte-là d'y aller, on y va. Dieu, il dit, allez-y. On dit quoi, allez-y? Il y a la mer? Non, il n'y a pas la mer. Mais je te dis, je vois la mer. Non, allez-y, il faut y aller. Et en y allant, ça s'ouvre. Alors, tout ça, c'est décrit. Il y a plein de versets dans le texte de Béchalar. Et à la fin, il y a écrit, Vaya aminu ba Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna. C'est là que l'ADN juif, clac, en intraveineuse, depuis 3500 ans, c'est ce qui coule dans nos veines, c'est finalement cette Emouna première, mais qui se travaille ensuite, d'avoir confiance. Et pourquoi c'est là? En 2 mots, rapidement, c'est de comprendre pourquoi c'est cet événement qui est fondateur. Mais parce que finalement, moi je vous ai raconté une jolie histoire tout à l'heure avec un peintre et un dessin. Et vous allez me dire, ok, elle est mignonne ton histoire, mais honnêtement, tu y étais toi au moment de la création du monde? T'as vu? Est-ce que t'as vu? Ok, t'as raison qu'il y a fort à croire que s'il y a de l'ordre et il y a une création, il y a un créateur. Est-ce que t'as vu? Est-ce qu'il y a des témoins? Je ne crois que en ce que je vois. Quelqu'un a vu la création du monde? Impossible, Adam est arrivé à la fin, personne n'a vu, pas de témoin, pas de spectateur. Il a fait, on y croit, c'est tout. Mais, étant donné qu'on ne veut pas juste avoir une émouna basée sur les plaies d'Égypte, qui sont c'est sûr, c'est des manifestations de la force de Dieu dans le monde, dans le macro, dans le micro, ok. On veut être spectateur. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qui s'est vraiment passé au moment de l'ouverture de la mer, c'est exprès, pour nous, mieux que le meilleur Spielberg au monde, mieux que le meilleur metteur en scène, Dieu a recréé un mini-monde devant nous, on était spectateurs. Le peuple d'Israël était spectateur. Alors comment on le sait? On ne va pas le faire maintenant. Ceux qui ont envie de faire une étude sur texte, avec plaisir, on ouvrira les textes. En fait, quand on lit le texte, on voit des similitudes de mots, les mots de la création du monde. Par exemple, il y a écrit le mot or et le mot rocher, lumière, obscurité. Le camp juif était lumineux, le camp égyptien était plein d'obscurité, opaque. Il y avait une séparation entre le camp juif et le camp égyptien. Séparation, c'est le 2e jour. 1er jour, lumière et obscurité. 2e jour, séparation. 3e jour, vous vous souvenez? De l'eau d'un côté, de l'eau de l'autre et au milieu, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ça. De l'eau d'un côté, de l'eau de l'autre côté. Ah, et le reste, les autres jours, la végétation, tout. On leur a goudronné le passage, parce que quand même avec les poussettes et tout, c'est saoulant, le sable mouillé, donc petit goudronnage. Et des pommiers, du raisin, des grenades, des trucs. Et le Midrash raconte les bébés dans les bras, parce que c'était des familles, dans les bras des mamans qui disaient « Attends maman, 2 secondes, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une pomme. » Hop, il t'attrape la pomme, il la croque. Et le Midrash raconte comment, en fait, un monde s'est créé l'espace d'un instant, d'une nuit plutôt. Ça a duré une nuit, la traversée. L'espace d'une nuit, nous avons été spectateurs de l'acte de la création. Les 6 jours, on les a vus les 6. Lumière, obscurité, séparation, les eaux à droite, les eaux à gauche, au milieu du vide, la végétation, les animaux, tout. Et l'homme qui passe au milieu, l'homme en dernier. Et donc ce moment-là, c'est l'acte fondateur. Étant donné que c'est l'acte fondateur, on va prendre ce moment-là et on va le mettre dans nos vies. Comment? Et là, c'est des passages du Talmud, Gemara Psachim pour ceux qui connaissent, qui vient et qui dit, tu sais quoi?
Il y a des choses qui sont aussi difficiles dans la vie que l'ouverture de la mer. Vous en connaissez ou pas? Et au début, tu dis la Gemara, tu es en mode un peu ramma, quoi. Tu dis, attends, aussi dur que l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que tu es en train de me dire, infaisable, c'est ça? Ben non, la mer, on l'a ouverte. Au final, on l'a ouverte. C'est vrai que c'était pas simple, mais elle a été ouverte. Qu'est-ce qui est, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent, qu'est-ce qui est aussi dur, caché, qu'est Kriyat Yam-Souf, aussi difficile? La Parnassa, le Mazal. 2 sur 3, génial, exactement. Ah, Le... non, c'est pas la lumière. Non. Alors, déjà, on va... Le Mazal, c'est-à-dire trouver son âme sœur, aussi difficile que l'ouverture de la mer. Attention, vous inquiétez pas, ne partez pas. Ne partez pas, restez là. On va expliquer ce que ça veut dire, ok? Je ne vais pas vous laisser comme ça. La Parnassa, trouver... Alors, la Parnassa, c'est-à-dire son moyen de subsistance, et ça veut dire pas seulement trouver un job, c'est trouver le job, être épanoui dedans, et être dans une relation avec l'argent qui est une relation juste et mesurée. C'est ça qu'on est en train de dire. Ça veut dire ni un fou du travail, ni incapable de travailler, ça veut dire ni envahi par, ni que le travail m'avale et me bouffe dans la vie, c'est-à-dire quelque chose d'harmonieux. Une relation au travail, c'est quand même assez essentiel le travail aussi dans la vie. Et la troisième chose, dit dans la Gemara, c'est la santé. La santé, alors il y a écrit Nekavav, ça veut dire les échanges intracellulaires dans notre corps et de l'ordre de l'ouverture de la mer. Ça veut dire quoi? Déjà, on va se mettre d'accord, on a cité trouver son âme sœur et vivre avec elle longtemps, en paix, en sérénité, être dans une relation harmonieuse avec son travail et gagner ce qu'il faut, en l'occurrence. Troisième chose, la santé. Le Mazal, la Parnassa, la santé. Est-ce qu'il y a autre chose d'hyper important qu'on n'a pas dit? Je crois qu'on a couvert les 3 domaines les plus graves de la vie d'un individu. Pour avoir une vie, j'ai envie de dire, heureuse, mais enfin, vraiment, une vie harmonieuse, sereine, juste sereine déjà, il faut être en bonne santé, outil numéro 1. Il faut avoir de quoi vivre, outil numéro 2. Il faut être bien accompagné, outil numéro 3. Puis après, il y a l'éducation, il y a tout ce que tu vas rajouter à ta vie. Il y a tes projets, il y a tes vacances, il y a tout ce qui est en plus. Mais la base, en fait, on m'a décrit la base de la vie de quelqu'un. On est d'accord ou pas? Les 3 fondamentaux. Ces 3-là, ils dépendent de l'ouverture de la mer. Vous vous rappelez, on a dit, c'est quoi l'ouverture de la mer? Moment fondateur du bitachon, de la confiance. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire, devant toi, tu as la mer. La mer, c'est quoi la symbolique de la mer dans la Torah? Yam, la mer, a pour valeur numérique 50. Le chiffre 50 dans la Kabbalah est très important. C'est 49 plus 1. 49, c'est 7 fois 7, comme vous savez. C'est-à-dire que c'est le chiffre de la nature. Donc le 50, c'est l'infini, c'est le dépassement de la nature au carré. Donc c'est l'infini. Yam, et c'est vrai, même si tu sais qu'il y a un bout de mer, mais quand tu regardes la mer, tu vois quoi? L'infini. Donc en fait, la mer, elle représente quoi? Devant moi, la mer, c'est les infinies possibilités de filles, de garçons, du Mazal. C'est pourquoi lui plus que lui, pourquoi elle plus que elle, et si je fais ce choix, et peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux, va savoir, et je suis pas sûre, et finalement mon ex était comme ça, et l'infini. Et dans le domaine de la Parnassa, j'ai fait, je sais pas moi, mes années de droit et tout d'un coup je me dis mais ça m'intéresse pas du tout et je veux faire autre chose. Ou au contraire, si je suis très contente mais je sais pas du tout si c'est mieux de travailler dans tel cabinet ou dans tel cabinet ou dans tel cabinet. Et quand j'y serai, je sais pas du tout s'il faut que je travaille tant d'heures et que je me tue au travail ou est-ce que je vais travailler moins et que je vais être plus épanouie. Est-ce que... L'infini. C'est l'infini. C'est la mer devant moi. Et dans le domaine de la santé, que Dieu nous préserve d'avoir des... Mais dans le domaine de la santé, on se demande, alors, d'abord une nutrition juste, une bonne nutrition qui nous va, et puis surtout, je fais quoi? Là, j'ai un tel problème de santé, il y a des gens qui me disent, vas-y, va chez l'ostéopathe, l'autre qui me dit, non, faut opérer. Je fais quoi? Comment je fais pour savoir?
Ce médecin, il est bien ou ce médecin, il est bien? Ou cette méthode nutritive, elle est bonne ou Pareil, on peut être dans des situations dans le domaine de la santé où tu es paniqué, tu dis, je fais quoi? Là, je fais quoi? Je dois prendre une décision, je fais quoi? 3 domaines hyper importants. 3 domaines dans lesquels, vous avez compris, on a envie d'être dans le contrôle. J'ai envie que ma vie ressemble à ce que j'ai envie. Donc, avec mon mazal, je veux que ce soit comme ça. Au travail, non, je ne prendrai pas tel travail, c'est nul. Moi, j'avais visé ça. Et pareil, dans la santé, non, c'est une très mauvaise idée, tout le monde m'a déconseillé, je vais plutôt faire ça. Et là, tout d'un coup, tu as un autre avis, non, aucun rapport, faux. Et là, je suis perdue. Voilà, c'est le moment, le fameux moment de « coucou, je suis là ». L'imprévu. Zut, je fais quoi? Je casse pas. Vous savez combien de fois j'entends cette question? Je ne sais pas ce que je fais. Je reste avec lui, je reste pas avec lui. C'est surtout des filles qui me posent des questions, j'explique. Et elles sentent vraiment que leur vie est en jeu. Je casse pas, c'est ma vie qui est en jeu là. C'est la décision de ma vie en fait. J'arrête ces études, je fais d'autres, décision de ma vie. Oui ou non, prendre une décision médicale, archi important. On est d'accord? Vous êtes là pour vous détendre, mes amis, pas pour vous stresser. Bitachon. Donc venez, on se détend sur ces questions-là tout de suite, maintenant. D'accord? On va se détendre. Comment on va se détendre? En fait, ça veut dire quoi ce passage du Talmud? Comme l'ouverture de la mer. C'est vrai que tu as la mer devant toi. Maintenant, c'est quoi le problème avec la mer? Il y a eu un sage qui est venu voir le roi Salomon. Et il dit au roi Salomon, c'était, vous savez, le plus intelligent de tous. Et il lui a dit, en langage métaphorique, est-ce que tu peux m'indiquer le chemin du navire dans la mer, le chemin d'un homme vers sa fiancée et le chemin du serpent sur un rocher? Métaphorique. En fait, il est en train de lui dire, donne-moi, s'il te plaît, je veux un to-do list avec Waze. Tu sais quoi? Allez, donne-moi un GPS de vie. Un GPS de vie, c'est quoi le navire marchand dans la mer? Un navire, il laisse pas la trace du navire marchand, tu ne peux pas le tracer, puisqu'il n'y a pas de route dans la mer. Et c'est quoi? C'est le commerce. Le commerce, c'est la parnassa. Le serpent, c'est l'image de serpent sur le rocher, c'est l'image de la santé. Mais pareil, il est sinueux et tu ne peux pas le tracer. Et la route que prend un homme vers sa fiancée, c'est quoi? Lui, il a trouvé son mazal comme ça, je vais faire pareil, je vais trouver. Il était à un Shabbat, plein de trucs, il a trouvé. Non, toi, ça ne marche pas. Comment tu fais? Non, mais elle m'a dit, vas-y. Non, ça marche pas. Et en fait, le roi Salomon, il lui dit, Eini Yodéa, je ne sais pas. Sous-entendu, je peux pas te donner ton GPS. Tu sais pourquoi? Parce que si je te donnais une recette, et on aime les recettes, si je te donnais une recette, ça voudrait dire que c'est une recette commune à tout le monde. Or, chaque individu a son niveau personnel de bitachon, de confiance en Dieu, et va à son niveau être capable de plus ou moins lâcher prise, plus ou moins agir. Et donc, je m'explique. Finalement, pour entrer dans la mer, il a fallu quoi? Pour qu'elle s'ouvre. Il a fallu y aller. En fait, il a fallu faire confiance. C'était très dur. Mais il y avait Moïse. Moïse, il a dit, allez-y. Derrière, ce n'était pas une option non plus. On y va. Mais on considère que c'est l'acte de bitachon, de confiance par excellence. Vas-y. Vas-y, ça veut dire agis. Dans ces 3 domaines-là, le mazal, la santé, la parnassa, agis. Agis, ça veut dire, tu ne restes pas les bras croisés, tu n'as pas le droit, mais ne sois pas dans le surcontrôle. Parce que si tu es dans les surcontrôles, il va se passer quoi? Tu vas avoir une résistance, tu vas agir encore plus, encore plus, encore plus, à un moment ça va te résister. Et en fait, le bitachon, c'est quoi? C'est ça qui est difficile dans le bitachon, et c'est pour ça que c'est le travail d'une vie. Je dois agir dans la vie. Au moment où j'agis, je dois agir comme si le résultat ne dépendait que de mon action. Donc je m'investis dans mon action. Mais je dois ressentir comme si ça dépend que pas de mon action, que de Dieu. Vous voyez ou pas comment c'est difficile? L'action, on est dans un monde d'action. L'action, tu dois t'investir dans cette action. T'investir vraiment. Ça veut dire que, en d'autres termes, entre réviser mon examen et faire des teilim, je choisis quoi? Réviser mon examen, l'action. Rajoute un teilim, mais révise ton examen si tu veux.
C'est-à-dire, agis, donne-toi toutes les chances pour ton examen, et en même temps, ressens que ça vient d'en haut. Le résultat, il va venir d'en haut. Maintenant, tu sais très bien, dans la Parnassa, deux personnes, je dis n'importe quoi, deux opticiens dans la même rue, celui-là il cartonne pas. Pourquoi ? Celui-là, ils ont les deux exactement les mêmes, ils sont sortis de la même école avec le même diplôme. Celui-là, il a monté une start-up, tac, 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 celui-là, moins. Donc, vous voyez bien que c'est archi perso. On a chacun notre propre feuille de route dans laquelle l'histoire de notre vie, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un brodage tout fin. Je vais devoir broder une action et en même temps que j'agis, je dois avoir la conviction, ressentir que je dois agir parce que je vis dans un monde d'action, mais que ce n'est pas de moi que ça dépend. Ça dépend, et je suis pris en charge. Et ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer. Ah, c'est sûr, ça va. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui dit « c'est sûr, ça va aller », est-ce que c'est quelqu'un qui a un méga bitachon ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, t'en sais rien si ça va super bien aller ou pas super bien aller. Le bitachon, c'est pas de l'optimisme bisounours. C'est pas ça le bitachon. Le bitachon, c'est en fait le lâcher prise. Je prends ce paquet qui est très lourd à porter et je dis vas-y, gère. Moi, j'agis parce que je dois agir. Donc, je vais envoyer mes CV. Donc, je vais avoir cette discussion super importante avec mon copain pour savoir si. Donc, je vais agir. Mais après, à un moment, je vais cesser d'agir. Ah, maintenant, la grande question. Vous avez compris c'est quoi la grande question ? Combien ? À quel moment j'arrête d'agir ? Ça, c'est hyper dur comme question. Et pareil, impossible de vous donner une loi et un mode d'emploi. Ça va dépendre de chacun. Globalement, je peux vous dire quelle est l'équation. Plus une personne a du bitachon, moins elle a besoin d'agir. C'est-à-dire que les gens qui ont énormément, c'est pas nos niveaux, énormément de bitachon, ils bossent un peu, ce qu'il faut, parce qu'il faut bosser, et ils disent, bon, le reste de la parnassa, c'est... Et ils le vivent bien, parce que si tu le vis mal derrière, c'est pas ça. Et ils le vivent super bien. Ils disent, de toute façon, c'était prévu. Voilà, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, on sait combien je vais gagner, c'est prévu, le ciel a décrété. Donc moi, je dois agir pour que ça vienne, pour ouvrir les vannes, mais maintenant, je vais me mettre à travailler 10 fois plus. Alors, vous allez dire, comment ça se fait que celui qui travaille 10 fois plus, il gagne plus ? La preuve, ça dépend de lui. Non, comme c'était prévu qu'il gagne 10 fois plus, Dieu lui a mis dans la tête, il faut que tu bosses. Donc, il s'est mis à bosser. Vous avez compris, c'est à l'envers. En fait, c'est pas comme on croit. Parce que comme on vit dans un monde de rapports de cause à effet, donc on se dit, non, ça dépend. Je vous ai dit, Dieu, il se cache. J'ai commencé par ça. Je vous ai dit, il se cache. Il se cache super bien. Il est excellent en cache-cache. Donc, en fait, il te met dans la tête des trucs et tu te dis, je vais faire mon aliyah parce que truc, machin, et tu es sûr que c'est grâce à ta aliyah que tu as trouvé ton mazal, et en fait, non. Comme il fallait que tu le trouves là-bas, il t'a mis dans la tête de faire ta aliyah. T'as compris ? Et donc, en fait, toute cette histoire-là, tout ça, toute l'histoire de cette action, etc., c'est finalement la capacité à briser le monde des possibles. Et en fait, le monde des possibles, c'est ce qui nous rend dingue. C'est-à-dire que tant qu'on est dans « attends, et si ça, et si ça, et si peut-être, et s'il y a une autre fille qui est mieux, et si je peux trouver quelqu'un d'autre, et s'il y a un garçon qui va non seulement être gentil, affectueux, respectueux, il gagne bien sa vie en plus, vas-y, sa mère, elle habite au Canada, je préfère. Et donc, j'y vais. Et donc, je vais me dire, c'est peut-être mieux. Mais, et ça, par contre, c'est un manque de bitachon. De se dire, non, moi, je vais être plus dans le contrôle, je vais aller chercher autre chose. Maintenant, ça y est, stop, lâche prise. C'est comme ça, c'est ça. Dans la paracha de cette semaine, on a deux exemples importants de bitachon. Je ne vais pas être longue dessus, mais dans Mishpatim, donc, il y a l'exemple du Shabbat, des exemples de lâcher prise, bitachon aussi, l'exemple du Shabbat, et un autre exemple qui ressemble au Shabbat, ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'année sabbatique. C'est quand on laisse, cette année, c'est une année de Shemitah en Israël, on laisse au repos l'agriculture. Le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, c'est vraiment... Pourquoi c'est un fondamental ? Pourquoi c'est un des 3 piliers ?
Vous savez, on a 3 piliers. Shabbat, Kasher, Mikvé. 3 piliers. Shabbat, c'est un pilier. Pourquoi Shabbat à ce point? Pourquoi on est à ce point stressé sur Shabbat? Parce que dans l'idée, l'anti-Shabbat, c'est quoi? C'est le surcontrôle. Attends, je ne vais pas fermer mon magasin samedi, j'ai un chiffre d'affaires de ouf. Et en plus, vous savez ce qui se passe? D'expérience, avec les nombreux élèves que j'ai, à la fin, ils disent non mais c'est bon, allez, je ferme le magasin. Et il se passe quoi au niveau du chiffre d'affaires? Évidemment. Il chute. C'est pas bisounours, je vous ai dit. Tu fermes ton magasin Shabbat, le chiffre d'affaires, il chute. Et combien de temps il va chuter? Tant que tu as les nerfs qui chutent. Tant que tu dis, non mais j'aurais dû aller bosser. La preuve, j'aurais dû. Mais le moment où tu n'as plus d'épreuves, c'est-à-dire c'est même pas en rêve, mais quoi, je vais aller... Non, ça y est, Shabbat, c'est posé, c'est plus une épreuve, c'est plus une question. Je fais Shabbat, là, il n'a plus besoin de chuter. Il peut regrimper. Vous comprenez cette idée? C'est-à-dire que, en fait, le Shabbat, il est là pour te dire, ok, un dernier mail, un dernier truc, encore un patient, encore un... Je suis dans l'action, Et à un moment, non, stop, t'arrêtes, tu lâches, tu laisses couler, tu laisses faire, et tu profites. Shabbat, c'est profite de ce que tu as. N'essaye pas de transformer ta vie, ton monde. On est fabriqué pour transformer le monde. Asher, bara, Elohim, la asot. Le monde qu'Adieu a créé pour faire. Donc pour fabriquer un monde transformé. Je veux transformer ma vie, je veux plus ceci, autrement cela. Stop, tu t'arrêtes. Tu fais ce pas en arrière. Tu dis maintenant juste, je profite. C'est un lâcher-prise. Chaque semaine qui nous aide énormément. En fait, c'est un entraînement à « Ah, et mince, et si j'avais, tu te rends compte, et les autres qui ont ouvert, et les autres qui ont fait, et ceux qui ont pu. » Je me rappelle ma fille qui était en P1, et tous les autres qui révisent Shabbat. Le samedi, voilà, un jour entier, en P1, c'est beaucoup, un jour par semaine, attendez, c'est pas un jour par mois, c'est un jour par semaine. Et la fameuse question, ouais, mais quand même, est-ce que je lis pas? Non, allez, je vais rien faire, je vais rien toucher. Bon, elle a eu sa P1. Grâce à Dieu. Et je vais rien faire. C'est ce moment où tu dis, je vais arrêter d'être dans le contrôle d'eux. Et ça fait un bien fou. Et en fait, ça te libère. Alors, c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est aussi pour ça, mais c'est parce que voilà, il y a l'ordre de le faire. Mais c'est vraiment voilà, Shabbat et la Shemitah. La Shemitah, c'est très difficile. C'était une épreuve. C'est une épreuve pour les agriculteurs qui la respectent en Israël. C'est tous les 7 ans, pendant 1 an. En fait, c'est comme si tu fermais ta boîte pendant 1 an. Tu as gagné pendant 6 ans. Tu sais que cette année-là, tu laisses. Tout ce qui pousse, c'est en fait n'importe qui peut se servir. Vraiment, c'est comme si tu ouvres la porte et tu dis allez, servez-vous. Tout le monde peut se servir. La terre se repose et elle repart l'année suivante. Et c'est vraiment écrit dans les textes en mettant l'épreuve du Pitaron par excellence. Parce que tu dis, mais attends, si je ne travaille pas pendant 1 an, il va se passer quoi? Vraiment, c'est en mode Covid, quoi. Sauf c'est Covid tous les 7 ans. Tous les 7 ans, tu as 1 an, ça s'arrête. Et en fait, c'est un entraînement régulier pour réussir. Parce qu'on est tellement dans la maîtrise et on a tellement l'impression que quand, justement, on maîtrise, ça marche, que c'est très dur, ce lâcher-prise. Mais qu'est-ce qu'il est kiffant, ce lâcher-prise? Qu'est-ce qu'il est kiffant? Alors, je finis, d'abord je vais vous laisser les questions parce que je pense qu'il peut y avoir plein de questions sur ce sujet. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait une dynamique. Et je finis avec, je me suis dit, voilà, quand je préparais ce cours, quel exemple peut-être vous donner on a tous des exemples en fait. On a tous des exemples de clins d'œil qui ont eu lieu, positifs, négatifs. Alors moi j'en ai un positif, un négatif à vous raconter, comme ça. Je vous balance c'est vraiment des moments, c'est des moments précieux parce que dans tous les autres moments où on a plus l'impression d'être seul, c'est une impression on s'appuie sur tous ces moments-là et ça restimule. Alors l'exemple positif, c'était professionnellement, je suis passée par pas mal d'endroits, pas mal de changements, j'ai changé de métier aussi pas mal de fois. Moi, je suis un peu assez spontanée, olé. Et quand finalement j'ai monté mon association qui s'appelle Association Essentielle, dans laquelle je donne cours tous les jours et un peu partout, pour qu'elle puisse fonctionner comme toute association, vous savez ce qu'il faut, faire une levée de fonds. Sinon, c'est pas possible puisque quand on donne des cours, c'est bénévole et donc en fait, l'association vit
des dons. Et j'étais tétanisée. Et vraiment, j'étais terrorisée à l'idée, d'abord de demander, c'est pas du tout dans ma culture, même pas en rêve, je prends pas une fois le téléphone, je demande rien, je demande à personne. Vraiment, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait d'idée d'avoir à faire ça. Bon, on m'a aidée à droite à gauche, une petite équipe s'est mise en place d'elle-même et elles étaient vraiment, je leur ai dit, écoutez, faites et je vous en supplie, ne m'impliquez pas, c'est vraiment, ça me coûtait, c'était très difficile. Et en même temps, je me disais, mais j'ai quoi là? J'ai un manque de bitachon, ça veut dire, ok, je sais pourquoi je fais ça, je sais comment, ça va. Ah bon, l'équipe s'est lancée, on avait un objectif pas énorme, mais l'objectif a été atteint en quelques heures, vraiment en tchic-tchac, l'objectif de don. Et puis, j'étais très satisfaite, très contente. Et puis, je reçois un appel de quelqu'un que je connaissais à peine, qui avait entendu parler de tout ce qu'on faisait dans la communauté, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les mariés, les futurs mariés, etc. Et il appelle et il me dit, voilà, moi j'ai vendu ma boîte, je l'ai bien vendue, j'ai du maaser et je sais que tu as fait... J'ai dit, oui, mais alors, je vends mon truc, mais en 2 minutes, je dis, déjà, c'est super gentil, bravo, c'est incroyable, quoi, d'être appelé par quelqu'un qui a de l'argent en tzedaka en plus. Et il me dit, mais écoute, voilà, moi j'ai décidé, je te double tout. Tout ce que tu as, je le double. Mais ça va pas, attends. Je m'arrête, je fais attends. Je dis non, il s'est passé un truc, c'est bizarre, pourquoi? Genre vraiment un truc qui tombe du ciel comme ça. Alors c'est pas pour moi, c'est dans l'association, mais ça veut dire. Et ce moment-là, je l'oublierai jamais parce que je me suis dit, on doute. J'ai raison, j'ai pas raison. Cette association, oui, je sais que voilà qu'il y a des étudiants qui veulent, qu'il y a une vraie demande, qu'il y a. Je sais ce que je fais concrètement sur le terrain. Je réponds au téléphone à des questions, mais il y a toujours ce doute. Et quand c'est dur, et ça a été dur pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de résistance. Donc je dis, bon, peut-être je fais pas ça, peut-être je fais autre chose, peut-être c'est pas vraiment ma voix, peut-être, non mais si quand même c'est ma voix. Et en fait, quand t'as ça, c'est quoi? C'est le fameux clin d'œil. Plus qu'un clin d'œil, à ce moment-là, c'est un waouh, comme ça. Ça veut dire, moi je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu comme, tu sais quoi, là-haut, quoi. J'ai reçu un recommandé de là-haut, t'arrêtes pas, il y a des gens, il y a des difficultés, il y a toutes sortes de difficultés qui se mettent en place, comme vous pouvez imaginer quand on monte quelque chose, t'arrêtes pas. Et à chaque fois que, jusqu'à maintenant, hein, ça date d'il y a plusieurs mois, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que je suis écrasée par un peu des événements difficiles et des critiques et bon, c'est comme ça, je me dis attends, non, j'ai reçu un recommandé de là-haut, je dois pas m'arrêter. Et ça me stimule et ça. Ça c'est une histoire en positif. Et une autre histoire à vous raconter, un peu plus difficile mais happy end, grâce à Dieu. Au moment en fait 2 fois de suite. J'ai eu ça pour ma 5e grossesse et ma 6e grossesse. 2 fois de suite. Pour la 5e, au tout début de la grossesse, j'ai eu un appel du gynéco qui dit voilà, rendez-vous pour une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Vous avez contracté la toxoplasmose, 1er trimestre de grossesse. Les dommages sur le bébé sont majeurs et donc interruption médicale. Et ça passait pas, c'était pas possible. Bon, n'importe qui, non, je crois que personne ici n'a eu encore d'enfant, mais bon, voilà, si Dieu veut pour vous, c'est juste pas possible. Et alors non, c'est une probabilité. Tout ça, c'est appuyé sur des statistiques, des probabilités. Et bon, j'ai fait le choix de me dire qu'on m'avait rien dit et que, ok, c'est vrai, j'ai eu la toxo, ok, donc de poursuivre cette grossesse. Et alors, par contre, je suis allée en Israël, j'avais besoin de prendre des forces dans certains endroits où j'ai fait des prières, c'était pour moi parce que j'avais besoin, mais grâce à Dieu, j'ai eu un superbe, trop mignonne fille en parfaite santé. Et pour le dernier, c'était encore beaucoup plus difficile. Et je vous le dis parce que, pourquoi je vous le dis, je ne vais pas vous inquiéter, mais de plus en plus quand on a les grossesses sont vraiment très médicalisées, ça c'est sûr. Et maintenant, on a des systèmes d'échographie très poussés et qui font que, après, on m'a expliqué que les gynécos ne veulent pas être attaqués au cas où il y a des problèmes avec le bébé, etc. Et du coup, ils préfèrent en fait t'avertir du pire. Comme ça, au moins, ben voilà, je t'ai donné la possibilité, je t'ai donné le choix. Et donc, en l'occurrence, j'étais déjà enceinte de 5-6 mois. C'était il y a 4 ans, mon petit dernier. Et là, je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine ici.
Bon, ils ont diagnostiqué ce qu'on appelle une pyélektasie, ça veut dire bon, peu importe. Les bassinées étaient une hypertrophie. Et c'était souvent, alors on me dit la plupart du temps, il y a aussi des malformations génétiques vu ton âge, ben oui, je suis vieille, je sais, et vu. Et donc pareil, bon, c'était branle-bas le combat. Alors, va chez tel autre échographe. Donc je suis allée chez tel autre échographe avec une meilleure machine. Donc il faut faire attention quand on te dit donc de faire, bah faut agir. Donc je l'ai fait, c'était OK, le diagnostic était validé, oui, c'est vrai. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, il n'y a que ça et c'est immédiatement, dès l'accouchement, il faut opérer les reins. Dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, c'est aussi avec les malformations. Donc voilà, c'est difficile à encaisser quand c'est difficile. Donc c'est des larmes, c'est des prières, c'est ceci, c'est cela. Et c'est en fait le moment de l'épreuve, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi je vous raconte ça? Le moment de l'épreuve, c'est pas le moment de travailler le bitachon. Attends, faut que j'ai confiance. Non, je vais avoir confiance. Et en plus, confiance, c'est pas ça va aller. Tu sais pas que ça va aller. En fait, c'est le big boss, quoi. Voilà, les imprévus. J'ai beau être dans le contrôle, là, je peux rien contrôler. Et donc, en fait, le bitachon, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il se travaille quand quoi? Il se travaille en eau paisible, pas au moment de l'épreuve. Il se travaille dans les petits trucs banals de la vie de tous les jours, où tu pourrais dire « Non, mais il faut que je contrôle, non, mais c'est comme ça. » Et qu'à un moment, tu dis « Non, attends, j'étais au cours, 2 secondes, lâchez prise. » Il y a quelqu'un, il n'y a rien qui est voué au hasard, il y a une raison. Voilà, je vais œuvrer dans le sens de faire confiance et de savoir que... Et c'est petit à petit. Pourquoi? Pour que si Dieu préserve, on prie pour ne pas avoir d'épreuve, mais s'il y a une épreuve, que tu puisses puiser des ressources à ce moment-là, voyez? Et donc, bon, en l'occurrence, voilà, donc là, on a poursuivi, et en fait, de mois en mois, 5, 6, 7, 8, 9, chaque mois, donc, et à chaque fois, l'échographie, vous imaginez, attention, échographie, et à chaque fois, ben, on gagnait quelques millimètres sur la dimension qui était mauvaise. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est beau. Et jusqu'à après l'accouchement, ils ont pris le bébé, ils ont fait une échographie, ils ont dit « Ah bah c'est bon, il n'y a rien à faire ». Et vraiment, merci Hachem, merci mon Dieu. C'est vraiment ces éléments-là, voilà, que je vous livre parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que le vécu, finalement, on parle en théorie, on essaie de parler en pratique, mais le vécu, c'est que pour quiconque, il y a des moments, voilà, il y a ces moments d'imprévu. Et en fait, dans ces moments d'imprévu, quand tu dis c'est ni un hasard, c'est ni une malchance, c'est ni qu'on se fiche de moi de là-haut, c'est ni que je suis une méchante ni une mauvaise et c'est les gens mauvais à qui il arrive des mauvaises choses. Pas du tout. C'est juste, voilà, ok, il y a une épreuve, là il faut que je puise mes ressources, une épreuve ou une super bonne nouvelle, hein. J'aurais peut-être dû finir sur la bonne nouvelle pour vous. Que ce soit l'un ou l'autre, dans le cas du don, là, du gentil monsieur qui a dit hop, ni je suis plus douée que quelqu'un d'autre, ni j'ai plus de chance. Ni l'un ni l'autre. Un recommandé. Et ce recommandé, il faut l'ouvrir à un moment. Il faut dire, ok, c'est bon, j'ai compris, go, j'y vais, j'avance avec ça. Voilà mes amis, merci pour votre écoute. Razak.